faire passer quelques messages sur ce qu'on peut attendre aujourd'hui et ce qu'on peut attendre dans un futur très proche des nouveaux outils de diagnostic microbiologique moléculaire pour le diagnostic du sepsis au SAU. Donc voici ma déclaration de conflit d'intérêts. Alors, globalement, il y a une littérature qui est, vous le savez, assez controversée sur le sujet, mais on a un faisceau d'arguments assez solide pour penser que tout retard à l'initiation d'une antibiothérapie active chez les patients avec des sepsis graves, et donc plutôt les patients avec défaillance hémodynamique, est associé à une surmortalité. Ça, c'est quelque chose qui est très bien démontré en réanimation, mais également au SAU, comme dans cette grosse étude de cohorte multicentrique américaine qui a été publiée l'an dernier dans la JRCCM. Alors, les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, on a pas mal parlé de la SCC là, depuis le début de la session. En termes d'antibiothérapie, sur les données disponibles de la littérature, c'est effectivement de débuter l'antibiothérapie dans l'heure qui va suivre le diagnostic, pas l'initiation parce qu'on ne sait jamais très bien à quel moment ça commence, mais dans l'heure qui va suivre le diagnostic du sepsis et du choc septique avec un traitement initial à large spectre. Quand on parle de large spectre, c'est l'idée de couvrir tous les pathogènes potentiellement responsables du tableau infectieux de votre patient, et avec dans un second temps, bien sûr, une désescalade lorsqu'on a documenté l'infection et que l'évolution clinique du patient le permet. Alors, toute la problématique avec les techniques de bactériologie conventionnelle, c'est que, vous le savez, c'est le quotidien de tout praticien hospitalier, il y a un certain nombre d'étapes techniques qui font que le délai de rendu du résultat va être relativement long. On aura, à partir d'un prélèvement, qu'il s'agisse d'une hémoculture, d'un ECBU ou d'un prélèvement pulmonaire profond, une première culture qui va être positive en 24 voire 48 heures pour certains germes à croissance un peu plus lente. Sur ces cultures, le microbiologiste va pouvoir vous faire une identification dans la journée avec un outil qui est maintenant disponible dans quasiment tous les gros centres hospitaliers, qui est le spectromètre de masse, qui a remplacé les techniques d'identification phénotypique qu'on utilisait il y a encore quelques années. Mais pour avoir l'antibiogramme, qui est finalement le cœur de la problématique pour évaluer l'adéquation de l'antibiothérapie initiale et la possibilité de désescalader ou au contraire la nécessité d'escalader, d'élargir encore un petit peu plus le spectre, cet antibiogramme, on ne l'aura pas avant 48 voire 72 heures après le prélèvement qui a été fait au triage à l'admission du patient septique. Et donc on va être pendant 24, 48, 72 heures dans l'incertitude du pathogène responsable et de sa sensibilité au traitement anti-infectieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des outils de diagnostic microbiologique rapide ? Ça va donc être d'augmenter la probabilité d'adéquation de l'antibiothérapie empirique et peut-être même de changer de paradigme, c'est-à-dire de ne plus parler d'antibiothérapie probabiliste, mais d'antibiothérapie d'emblée efficace sur des outils de diagnostic précoce, de corriger plus rapidement un traitement inadéquat, bien évidemment, et puis de désescalader plus rapidement sans attendre forcément un antibiogramme complet et les résultats définitifs des examens microbiologiques pour le faire, avec bien évidemment deux objectifs, celui d'améliorer le pronostic des patients, notamment en termes d'adéquation d'antibiothérapie, et puis peut-être de réduire les conséquences écologiques d'une antibiothérapie probabiliste à très large spectre, alors qu'on va traiter un Escherichia coli parfaitement sauvage, par exemple. Alors, le point vraiment, je crois, pour le sepsis au SAU, c'est ce qu'on peut faire sur les hémocultures. Alors, pour l'instant, on a un certain nombre de tests qui sont validés, qui sont pour beaucoup d'entre eux déjà commercialisés en Europe et aux États-Unis, qui vont être des tests qui vont être réalisés sur les hémocultures positives. Quand l'hémoculture est détectée positive par l'automate, le microbiologiste va sortir le flacon, faire un gramme pour voir si c'est du gramme ou du gramme plus, et ensemencer l'antibiogramme. Vous n'aurez l'antibiogramme que le lendemain. Donc ça veut dire 24 heures ou 36 heures de plus par rapport au moment où le flacon d'hémoculture est détecté positif par l'automate d'incubation. Et ces tests vont permettre d'aller plus vite, c'est-à-dire de travailler directement sur le flacon d'hémoculture lorsque l'inoculum bactérien a suffisamment augmenté pour être exploitable, et de rechercher des cibles moléculaires, c'est-à-dire des gènes qui vont être spécifiques de certaines espèces bactériennes, comme par exemple Staph aureus, et des gènes qui vont être spécifiques de certains marqueurs de résistance. Et pour les staphylocoques, donc aureus et blanc, ça va être MECA qui oriente sur la résistance ou non à la méthicilline, c'est-à-dire au bêta-lactamine, donc la nécessité par exemple de mettre de la vancomycine. Et pour les grammes moins, on va rechercher un certain nombre de gènes de résistance qui sont, pour la plupart des kits, plutôt des germes de carbapénémase. Alors, ce n'est pas encore l'actualité en France, mais ça le sera peut-être dans quelques années, et qui permettent pour certains d'entre eux de rechercher des gènes de BLSE, et notamment le gène de les BLSE de type CTXM, qui sont les BLSE actuellement les plus fréquentes en France. Donc, à partir d'une hémoculture positive, ces tests vont permettre, en 2 heures, 3 heures, 4 heures, d'avoir une identification et, vous allez le voir dans certains cas, une orientation sur la sensibilité, soit sur des gènes de résistance,
soit éventuellement sur l'antibiogramme rapide. Alors, une première technique qui est, je trouve, très séduisante, c'est le micro-arrêt. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir des amorces de PCR spécifiques des espèces que l'on cible et des gènes de résistance que l'on recherche. L'amplification de ces gènes, lorsqu'ils sont présents dans le prélèvement, va se faire de manière complètement automatisée avec de l'hybridation in situ et la mise en évidence de la positivité ou au contraire de la négativité des gènes que vous recherchez. Alors, on a différentes cartouches. Par exemple, c'est le système Verigène. Si l'hémoculture est détectée positive par l'automate, donc le microbiologiste a toujours un rôle d'expertise. Il va sortir le flacon, faire un gramme et regarder ce qui se passe. On est à gauche de la diapo, c'est des cocciagrammes positifs en amas, donc a priori c'est du staphylocoque, mais encore faut-il savoir si c'est du doré, du blanc, du métier, du métis, et donc on va utiliser une cartouche orientée sur les grammes plus. Et ça va vous dire, en 2 heures, c'est de l'aureus, métis, c'est de l'épidermidis métiaire, c'est du phécium, c'est du fécalis. Et donc déjà, pour guider l'antibiothérapie initiale, parce que là on n'est plus dans l'antibiothérapie probabiliste, on a déjà des informations, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et inversement, on peut être dans le cas d'une hémoculture positive à gramme négatif. Vous avez des BGN entre les hématies là, sur l'image du haut. Et donc vous allez utiliser une cartouche spécifique. Et en 2 heures, l'automate va vous dire c'est l'Escherichia coli ou c'est du Pseudomonas. Donc déjà en termes d'antibiothérapie initiale, ça va complètement modifier la prise en charge. C'est éventuellement de la Cinetobacter baumannii dans les régions endémiques, et ça peut également être très important sur le plan du choix de l'antibiothérapie initiale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la détection d'un certain nombre de gènes de bêta-lactamase plasmidique, essentiellement des carbapénémases, mais aussi les BLSE de type CSXM qui, je vous le rappelle, sont vraiment les plus fréquentes. Alors on a d'autres systèmes qui sont en train d'arriver sur le marché en France, notamment celui-ci, c'est le système accéléré phénosystème. Peut-être que certains d'entre vous en disposent déjà dans leurs hôpitaux. C'est un système qui est très séduisant parce qu'il va coupler l'identification par une méthode d'hybridation in situ, un petit peu comme le système Verigène, et un antibiogramme complètement automatisé avec une lecture qui est totalement indépendant du technicien ou du microbiologiste, et en 7 heures, à partir du moment où l'hémoculture est positive, eh bien, l'appareil vous dit c'est du Pseudomonas avec une CMI de ceftazidime, par exemple, qui est en dessous du breakpoint de sensibilité, donc il est CEFTA-S. On a des données de validation sur des collections de souches qui commencent à être publiées de manière un petit peu régulière comme ça, et globalement, ça marche relativement bien, et il y a, je crois, des tableaux, enfin plutôt des études d'évaluation clinique qui sont en cours de réalisation. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, ces tests ne vont pas vous dire directement ce qu'il faut mettre comme molécule. Il va falloir intégrer ça dans une approche un peu plus globale d'antibiotiques stewardship et se poser la question de votre écologie locale. Il y a ce papier que je trouve intéressant, là, qui a été publié dans JCMID en 2017. Donc, c'est des hôpitaux nord-américains. Ils ont établi des algorithmes de prescription des antibiotiques. Si c'est une entérobactérie qui est détectée par le système Verigène, eh bien, on va mettre une C3G, sauf s'il y a le gène d'une BLSE, à ce moment-là, on met un carbapénème. C'est très logique. Si on a un Pseudomonas aeruginosa, ils étaient dans un environnement où 90% des souches de pio étaient sensibles à Piperacillin tazobactam. Donc, si l'automate détecte du pio, là, les gènes de résistance sont moins utiles parce que c'est beaucoup de résistance chromosomique chez Pseudomonas aeruginosa, et bien on va mettre de la tazocilline. Si c'est de l'acinéto, on met ampicillbactam, qui est une combinaison très active sur les acinétos multirésistants, qu'on n'a pas en France. Et s'il y a une carbapénémase, eh bien vous appelez l'infectiologue d'astreinte, l'équipe mobile d'antibiothérapie, et vous discutez. Et alors, est-ce que ça marche ? C'est plutôt séduisant parce que quand on regarde le délai d'optimisation de l'antibiothérapie par rapport au moment où l'hémoculture est détectée positive, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas photo. C'est 9 heures dans la phase post-intervention versus 24 heures dans la phase contrôle avant la mise en place de l'automate et de l'algorithme associé. Donc ça prouve que ça permet d'aller plus vite. Mais que ça implique quand même d'avoir une certaine réflexion en matière de stewardship, d'optimisation de l'antibiothérapie en fonction de l'écologie locale, etc. Ça ne fait pas tout, mais ça aide grandement à choisir plus rapidement les meilleures molécules. Alors, on a exactement les mêmes données finalement pour des infections à gramme plus, et ce papier du JAC est intéressant. C'est un peu le même design, c'est-à-dire qu'on a une période baseline où globalement on n'avait pas d'automate. Et donc, on mettait de la vanco à tout le monde, ou alors au contraire, on ne mettait pas de vanco alors que c'était une souche méticine résistante, et le délai d'optimisation de l'antibiothérapie était relativement long. Il y a une phase d'intervention où il y a eu la mise en place de l'automate avec l'équipe mobile d'antibiothérapie, enfin, la consultation d'un infectiologue qui vous aidait à interpréter les résultats
et à orienter l'antibiothérapie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans une phase post-intervention, les cliniciens n'appelaient plus l'infectiologue et se débrouillaient tout seuls avec les résultats. Et pour les grammes plus, finalement, c'est assez simple. On vous répond que c'est du Staph aureus. La question, c'est est-ce qu'il est métier-R ou métier-S? Est-ce que vous mettez de la céphazoline ou une pénième, ou est-ce que vous mettez de la vancomycine ou du linezolide? Et finalement, les gens s'habituent très vite à interpréter ce type de résultats. Et vous voyez que dans la phase tardive, sans l'intervention de l'équipe mobile, et bien globalement, on avait un bénéfice qui se maintenait en matière d'accélération de l'optimisation de l'antibiothérapie. Alors, tous ces tests, finalement, se situent, et c'est toute la problématique, dans... hop, je ne sais pas où est le pointeur. Bon, bref, c'est dans la... Non, je suis un peu trop loin. Tous ces tests se situent finalement après la positivation de l'hémoculture, donc dans la partie droite de la diapositive. Et donc, on est déjà à 6 heures, 7 heures après le prélèvement. Une hémoculture à Escherichia coli ou à Staph aureus, sur un foyer endovasculaire par exemple, ça va être positif en 6 ou 8 heures. Donc on est déjà à H12, H14 du prélèvement. Et le challenge, ça va être d'avoir des tests qui permettent de détecter la même chose, c'est-à-dire les gènes et les germes, avant la positivité de l'hémoculture, c'est-à-dire directement sur le sang dès qu'il est prélevé. Et il y a 2 techniques qui ont été évaluées. Il y avait le système Septifast, dont vous aviez probablement entendu parler, et dont la commercialisation, à ma connaissance, a été interrompue. Et puis il y avait un autre système qui était de la spectrométrie de masse, mais couplé avec une technique de PCR un petit peu spécifique. C'était le système Iridica, qui était commercialisé par Abbott, et qui était assez séduisant en première approche, au moins en matière de valeurs prédictives négatives pour des germes multirésistants. Et là encore, malheureusement, la commercialisation d'automates, à ma connaissance, a été interrompue pour des problèmes techniques. Bon, donc globalement, l'avenir est là, les techniques sont connues, mais les outils ne sont pas encore suffisamment au point pour être démocratisés et commercialisés à grande échelle dans nos hôpitaux. Mais c'est l'avenir. 2 mots sur les infections urinaires. Vous savez, je ne vais pas vous rappeler ça, mais qu'il y a pour la SPILF un certain nombre de situations où il faut mettre un carbapenem en probabiliste pour les infections urinaires lorsqu'on est chez un patient qui est à risque d'avoir une infection urinaire à entérobactéries productrices de BLSE. Et quand on regarde ce qui se passe en France, finalement, les infections urinaires purement communautaires à coli BLSE, c'est 3 à 5% des infections urinaires. Donc la majorité de ces colis sont producteurs de BLSE type CTXM, qui sont celles qui sont détectées par les PCR multiplex, donc ça peut être intéressant. Et puis on a surtout, je vais aller un petit peu vite, des tests qui ne sont pas des tests moléculaires, qui sont plutôt des tests chromatographiques. Donc on sort de la PCR, mais finalement c'est un petit peu la même philosophie, qui vont permettre de dépister très précocement sur des cultures, voire directement sur le CBU, la présence d'entérobactéries productrices de BLSE. Et donc ça éviterait probablement de mettre de l'imipenem dans 95% des chocs septiques communautaires sur pyélonéphrite. Parce qu'on sait que dans 95% des cas, vous aurez une entérobactérie sensible au C3G. L'avenir, c'est peut-être ça. Je voulais vous montrer cette diapo que je trouve assez intéressante. C'est un papier qui a été publié assez récemment. L'idée, c'est même d'aller au-delà du point of care. Là, on est carrément sur quelque chose qu'on va pouvoir faire avec son smartphone. Donc c'est un petit peu futuriste, mais c'est peut-être pas pour dans très très longtemps. L'idée, c'est quoi? Vous avez le prélèvement d'urine, vous avez un kit de réaction extrêmement simple qui va permettre de détecter la présence des principales bactéries responsables d'infections urinaires. Vous allez lire la plaque de résultats, non pas avec un automate, mais avec votre smartphone. Et vous avez, en un temps record, moins de 2 heures, le diagnostic d'infection urinaire avec, en gros, l'inoculum et l'espèce, sans avoir besoin d'un automate, juste avec un petit kit de réactif et l'appli nécessaire sur votre smartphone. Sur les pneumonies communautaires, finalement, il y a peut-être moins d'apport de ces techniques moléculaires lorsqu'on est sur des germes standards, parce que finalement, la principale question, ça va être de savoir s'il y a des virus ou pas, de savoir qu'il y a du pneumocoque. Dans une hémoculture, de toute façon, ça sera couvert par l'antibiothérapie probabiliste. Et les tests que l'on a actuellement, notamment le Filmare Biomérieux, vont pas forcément révolutionner la prise en charge du sepsis. Là où c'est probablement plus intéressant, c'est l'idée qu'on puisse utiliser des cartouches qui sont destinées plutôt à des pneumonies nosocomiales, c'est-à-dire des cartouches qui vont dépister du pseudomonas et encore une fois des gènes de résistance et notamment des gènes de bêta-lactamase directement sur les prélèvements pulmonaires lorsqu'on a un malade communautaire entre guillemets par exemple, mais qui a des facteurs de risque de pneumonie à pseudomonas. Ça peut être intéressant. On est encore au début de l'histoire, mais les choses vont assez vite et je pense que ça sera le standard of care dans quelques années. Sur les infections, sur les méningites bactériennes, là encore, en termes d'optimisation de l'antibiothérapie probabiliste, il n'y a pas beaucoup d'impact. Le seul point, je pense peut-être, c'est de dépister plus précocement l'Listeria monocytogenes
dans certains cas, est d'arrêter la C3G pour passer à de l'amoxicilline et de la gentamicine. Et on en est globalement là de ce qu'on a actuellement comme outil disponible. Donc c'est encore assez balbutiant. Il y a déjà certains kits qui sont disponibles dans les hôpitaux. Il y a encore beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'études cliniques nécessaires pour savoir dans quelle mesure ça peut changer la prise en charge de ces malades dans la vraie vie, au SAU ou en réanimation. Et le point essentiel, c'est que ces tests doivent toujours s'intégrer dans une stratégie plus globale de stewardship et de réflexion, de personnalisation du traitement anti-infectieux, et que l'automate ne vous dira jamais ce qu'il faut mettre comme molécule. Ça sera toujours qu'un argument de plus pour choisir la bonne molécule. Voilà, merci de votre attention.